Paul Andreu a réalisé les plus grandes aérogares du monde, dont Roissy 2 et ses extensions. Il a également mené à bien la réalisation de l'Arche de la Défense à Paris. Pékin, capitale de la Chine, est située au nord, dans une plaine bordée d'une ceinture montagneuse. La grande avenue Chang'an, la cité interdite, avec son eau tout autour, hein, des grands bâtiments. La porte Tiananmen, et ici, alors la grande place Tiananmen. Au centre de Pékin, la place Tiananmen, symbole de la Chine socialiste nouvelle, date dans sa forme actuelle de 1959. Lieu des cérémonies officielles, c'est aussi de la révolution culturelle au printemps de Pékin de 1989, le théâtre d'événements dramatiques. Au sud de Tiananmen, le mausolée de Mao Tse-tung. Quelle que soit la qualité d'un bâtiment, que je n'ai pas envie de discuter, est-ce que c'est bien d'en faire autant du même type l'un derrière l'autre? Enfin, d'un côté, c'est vrai qu'une grande quantité du même bâtiment, c'est des fois bien, mais cette espèce de contrôle du territoire, finalement, par des opérateurs, des développeurs et leurs architectes, ça, je trouve que ça fait problème, quoi. Et c'est ça qui fait cette ville d'ensemble de villages isolés, quoi, qui n'ont plus grand-chose à se dire l'un à l'autre. Il est possible que ça devienne une figure inévitable parce que le mode de production est celui-là, que le mode de développement est celui-là. Alors à ce moment-là, il faut trouver le moyen d'en faire un urbanisme original. Mais simplement rêvasser sur la ville ancienne, ses rythmes, ses continuités, ses rues, et faire des ensembles aussi gros l'un derrière l'autre, centrés sur eux-mêmes et sur leurs centres commerciaux, là il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Sur l'avenue Chang'an, à l'est de la capitale, le quartier des affaires et son lot de buildings modernes. C'est vraiment un problème de savoir comment des ensembles vont vivre. Vous voyez, celui-là qu'on a sur le côté, c'est toute une série d'immeubles absolument identiques les uns aux autres. Et puis un peu plus loin, on va avoir un autre ensemble d'immeubles identiques les uns aux autres. Donc, vous voyez, le grain de la ville est devenu énorme. Et chacun est centré sur un centre commercial de 80-100 000 m², en sous-sol. Donc, on a affaire à une juxtaposition de grains qui maintenant deviennent d'une taille absolument extraordinaire. Ça a été un peu l'exigence même d'un certain nombre de gens que les bâtiments soient chinois. Donc on fait un bâtiment et puis on met un toit chinois par-dessus. C'est la politique des chapeaux, quoi. On peut avec le même bâtiment après faire, en mettant un autre chapeau, faire un bâtiment, je sais pas, coréen, japonais. C'est l'exotisme du chapeau, quoi. Près du quartier des ambassades, deux immeubles de style occidental. Curieusement, Paul Andreu en apprécie la simplicité. Vous voyez, c'est des bâtiments modestes, mais avec des ouvertures spacieuses, avec des... Imaginez ce que ça a été à l'époque de dessiner ça, c'était bien. Je trouve qu'ils sont tout à fait corrects. Ceux-là, moins. Ceux-là, nettement moins. Ils sont moins intéressants. La modé nature est plus pauvre, elle n'est pas...
la ville ancienne chinoise, les vertus de la ville ancienne occidentale, que tout ça soit perdu. Mais ça, c'est parti, c'est parti. Dans ces quartiers-là, ça ne reviendra plus. C'est pas la peine d'avoir des regrets, c'est stérile. Ce qui est positif, c'est de se demander comment, avec nos règles, nos impositions économiques, les possibilités extraordinaires techniques qu'on a et nos insuffisances intellectuelles, comment on peut faire une ville vivable, intéressante. Bon, voilà, c'est ça la vraie question. Elle n'est pas de traîner après nous des regrets, sans cesse des regrets pour ce qui est passé. Retour à proximité de la cité interdite, dans les Hutong, ces quartiers traditionnels, héritage mongol, tissu urbain de la Chine ancienne. La vie se passe principalement à l'extérieur. Ce sont les derniers villages de Pékin, loin des tours de logement où chacun reste chez soi, s'isole, s'occupe de l'enfant unique. Tous les jours, comme là, aux abords de la cité interdite, les parcs sont les lieux de paix, de détente. On vient parfois de loin, on y oublie la ville. Derrière la cité interdite, la colline de charbon protège la cité de la rigueur du vent venu du nord, de la Mongolie. C'est une colline artificielle qui sert de point de vue sur toute la capitale chinoise. La colline du charbon, c'est un endroit pour aller faire le point sur Pékin. On arrive quand même un peu essoufflé, et on voit d'abord la cité interdite. C'est admirable, il y a certaines heures, c'est d'une beauté, on voit sa composition, on voit son grand axe, on voit tout le foisonnement des cours sur les côtés, tous ces toits qui se répondent, ces vagues comme ça. Ça, c'est tout à fait admirable et c'est l'endroit où voir comment est fait ce plan et cet espace. Et puis, bien sûr, on voit aussi toute la région des lacs et des jardins. Alors, selon le temps qu'il fait, on aperçoit plus ou moins loin, bien sûr, mais en tout cas, on voit aussi le Pékin des bâtiments contemporains. La colline Charbon là-haut et toute la région des lacs qui fait ça. La particularité de Pékin, c'est qu'il n'y a pas de rivière. Entre ce qui est canal et ce qui est cours d'eau, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, on n'en perçoit rien. Hein, on ne vit pas autour d'un fleuve, il n'y a pas de grand fleuve. Ce sont des eaux dormantes, quoi. Enfin, c'est pas des eaux qui coulent, quoi. L'eau ne coule pas à Pékin. Paul Andreu est l'architecte-auteur du Grand Théâtre national de Pékin, un ensemble qui regroupe une salle de concert, de théâtre et un opéra. Son chantier, situé à proximité de la place Tiananmen, à l'ouest exactement, jouxte l'Assemblée du peuple, un édifice de style classique prolétarien soviétique. Là, face à l'Assemblée du peuple, là, l'opéra. Le passage, la transformation, je dirais, c'est tout ma réflexion pendant des années et des années. C'est pour ça que je dis de temps en temps, un grand théâtre ou un aéroport, c'est la même chose. Vous avez tort de me dire que je suis un fabricant d'aéroports égaré dans les théâtres. C'est la même chose. Il s'agit de prendre quelqu'un, là vous le prenez sur la route et puis vous l'envoyez en l'air, si j'ose dire, le mieux possible, en lui laissant du temps, de l'espace. Et là, alors c'est autre chose, encore autre chose, peut-être plus extraordinaire. Vous prenez quelqu'un dans la rue, là derrière ce mur qui passe, et puis il va au spectacle et il va rentrer dans un monde de la fiction. Et moi, ce que j'ai à faire pour lui, c'est de lui permettre cette transformation. Il faut qu'il se transforme.
ça, ça réclame de l'espace. Vous voyez tout, les poutres qui sont devant, les poutres qui sont derrière, ces passages. Mais toute cette vision immédiate et radiographique, elle va disparaître et il va se créer à l'intérieur des cheminements, des espaces qui sont obligatoirement dans des séquences, et qu'on ne pourra découvrir et franchir qu'en étant passant dans l'entrée, tournant autour de l'un, montant à un, vous voyez, dans des parcours différents. Alors qu'ici, on a tout en même temps. C'est la gloire du chantier, ça, ce moment où on a tout sous les yeux. Et cette espèce de miracle de ces éléments qui flottent en l'air et qui se mettent en place. Et puis le fait que petit à petit, ça se met à ressembler à votre dessin. Ce qui est quand même un miracle au fond, quoi, d'une certaine manière. Vous faites un dessin et à la fin, ça ressemble. Et bien moi, je suis toujours épaté, quoi. On est très près de l'avenue Chang'an, et ça, c'est une vue qui est prise quand on longe l'avenue, et qu'on aborde le théâtre. On est dans ce coin là-bas. Là, on va rentrer dans le bâtiment et on va passer dans le passage par excellence de ce projet, c'est-à-dire sous l'eau du bassin, dans une galerie large, éclairée avec des lumières un peu étranges, avec au fond le point brillant de la porte de l'opéra. D'un seul coup, on va se retrouver dans le bâtiment. C'est-à-dire à l'extrémité de ce passage sous l'eau, ici, on entre dans un grand espace, blanc, éclairé par des murs, avec 40 mètres au-dessus de soi. Voilà, un bâtiment où, par excellence, on entre de manière très bizarre, comme ça, par-dessous, en ascension. Et plus on va monter ensuite dans le bâtiment, et plus on va apercevoir de choses. Et puis on va commencer à apercevoir le palais du peuple sur le côté, et le bassin tout autour. Et puis, on sera dans le foyer de l'opéra, au-dessus de la salle elle-même, et voilà ce qu'on verra. On verra la cité interdite comme on ne la voit pas. Bien sûr, il faudra qu'il fasse beau, mais on la verra admirablement. Et donc tout ce cheminement qu'on a fait, de rentrer ici, de passage, on va le relire d'une autre manière. Et en même temps, on va relire. On s'est éloigné de la ville et on la retrouve dans ce mouvement-là, ce qui est, de mon point de vue, terriblement important. Moi, je n'ai pas cherché une minute, une seconde à faire chinois. Et je n'ai pas cherché à acquérir une culture, vous savez, cette culture des gens qui, au bout d'un mois, vous parlent des kings, des queens, des machins, comme si ça rimait à quelque chose, de savoir vous sortir la liste des empereurs dans l'ordre, ou à l'endroit et à l'envers. Mais j'ai regardé, voilà, j'ai regardé des choses, à droite, à gauche, un peu dans les musées, un peu ici, un peu là, en désordre. J'ai regardé les gens, j'ai regardé les parcs, j'ai regardé... Bon, et à la fin, peut-être bien que quelque chose infuse dans tout ça. Où on dira, bon, c'est un rassemblement de trucs qu'on a déjà vus, c'est pas intéressant, c'est pas de la création, c'est pas... Et il restera une espèce de comme ça, d'œuvres étrangères à la ville. Et... Bon. Ou ce sera réussi, et il se deviendra le monument de la ville, ou un des grands monuments de la ville, comme est devenu l'Opéra de Sydney. Plus au nord de la ville, ce quartier de Pékin garde pour peu de temps encore un aspect traditionnel,
avec ses petits commerces, ses rues bordées d'arbres, havre de fraîcheur au moment des fortes chaleurs de l'été. Quand je quitte mon hôtel, alors je peux tourner alors immédiatement derrière et prendre une rue, là, je ne me rappelle jamais son nom. Alors je traverse des trucs, machin, hein. Là je marche en gros 1 heure, j'arrive au Temple des Lamas, donc il y a une distance bien plus grande ici. Hein. J'arrive au Temple des Lamas, le Temple des Lamas, j'y vais jamais, c'est bourré de touristes. Et je prends la rue perpendiculaire, hein, qui est une rue alors pleine d'arbres, très belle, très... Hein. Et puis là, il y a le temple de Confucius, et là, il y a la bibliothèque. Je dérive un peu dans la ville, et comme ça, je finis par connaître certaines choses de la ville, par sentir quelques atmosphères et quelques... Mais si on me demande de manière précise, connais-tu tel quartier, tel monument, tel... J'ai toujours un peu interdit, parce que non, je ne me rappelle pas le nom, non, je ne sais plus comment je suis arrivé là. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je le dis et je le répète, je ne connais pas la civilisation chinoise, je ne connais pas la culture chinoise. Mais là où j'ai l'impression de ressentir profondément quelque chose de bien, c'est ici. Voilà, ça me parle beaucoup. Vous voyez, moi ce que j'aime beaucoup ici, c'est ça, c'est cette atmosphère de lieu pas parfait, mais en même temps très, très intime. Hein, c'est pas du gazon bien, c'est des plantes qui ont poussé, c'est des buissons qui ont une espèce de, comment dirais-je, de naturel quand même, en même temps qui sont très dessinés. Vous voyez, et puis cette relation des bâtiments et de la végétation. La bibliothèque impériale date du XIIIe siècle. C'est un lieu d'étude, de recherche, de promenade. Tout ce bâtiment du côté est un ouvrage, je suis sûr, dans l'architecture chinoise, extrêmement ordinaire, extrêmement basique. Mais il est parfait de justesse, quoi, cet endroit-là. Et effectivement, qu'il y ait des espaces comme ça, des perspectives qui vont très loin, qui sont quasi infinies, vous voyez, vous perdez le regard. Et en même temps, un gros temple au milieu qui utilise beaucoup l'espace. Mais tout est bien mesuré, tout est juste, tout est... moi, j'y vois la vieille association du carré et du cercle, hein, le cercle dans le carré, le carré dans le cercle. Hein. Bon, il est tout pur. Ici, ça utilise, dans cette partie, ça utilise tout l'espace. Et vous voyez, là aussi, quelle rigueur de construction avec ces énormes pierres, quoi. Hein. Ces énormes pierres qui font le pont, celles qui prennent la perpendiculaire. Enfin, c'est d'une... Hein. Il y a un décor au-dessus. Hein. Il y a ce décor de main courante, hein. Mais regardez la rigueur absolue de ce qui est en dessous. C'est formidable, quoi. Et les deux vont ensemble. Je ne dis pas qu'il faut regarder l'un et ne pas regarder l'autre. Les deux vont ensemble. Hein. C'est l'architecture de ce bâtiment, elle est faite de ça, de ces décors sur cette rigueur. Il ne faut pas choisir, il ne faut surtout pas... Ça m'ennuie profondément que tous les endroits soient livrés à la consommation, à une espèce de consommation un peu aveugle, de j'ai fait le temple de machin, et puis j'ai fait, et puis j'ai fait. Moi, bon, on sait bien tout ce qu'on a à dire sur le j'ai fait. Et là, c'est pas un endroit qu'on fait encore, quoi. C'est un endroit qui vous donne beaucoup et qu'on n'engrange pas, quoi. Qu'on coche pas sur la liste. Voilà, c'est bien.
c'était bien, c'est vraiment bien. Où est-ce que c'est ça? C'est juste à côté? Ah oui, c'est dans le temple. Ah aussi, quel rouge admirable, quoi. La couleur des murs, bien sûr, ce rouge des murs, mais surtout la manière dont l'ombre, l'été, vient dessiner des formes, alors qu'ils sont de temps en temps des formes de plantes très, très lisibles, et d'autres fois des formes qui, parce que les arbres sont un peu plus loin, qui deviennent presque illisibles, qui sont des choses, des dessins qui deviennent presque abstraits. Et quand on marche le long des murs de la cité interdite comme ça, un jour d'été avec un ciel légèrement variable, c'est-à-dire que les ombres varient elles aussi, on est pris comme ça dans une atmosphère d'une densité colorée très extraordinaire. C'est une pure merveille que de passer comme ça à côté de kilomètres de rouge, si j'ose dire. Et puis bien sûr, dès qu'on sort des grands murs rouges, on arrive dans le gris, les rues anciennes. À proximité du chantier de l'Opéra de Pékin, dans un houton. L'habitat traditionnel s'organise autour d'une cour carrée. Ici, comme souvent, sur l'espace de la cour, une maison basse a été construite. Les logements dans les houtons sont démunis de sanitaires, vétustes et mal entretenus. Un grand nombre de ces habitations sont promises à la destruction pour laisser la place à des opérations immobilières. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais, mais pas par folklore, pas par... j'aimerais qu'il reste des morceaux, qu'il reste qu'on ne rase pas tout, mais bon. Les cours carrées au départ, elles ont été construites par des gens qui étaient totalement en accord avec ça. Ils n'avaient pas besoin de construire dans les cours, sinon par une nécessité évidente de se créer des surfaces pour vivre, quoi. Ni hao. 我想说的是两个方面，首先是破坏到四合院是很可惜的，是很可惜的。第二个方面是我们愿意改善居住条件，但是不要破坏它的原有风貌，就是说不是现在的风貌，是过去的古老的风貌。Je comprends bien l'attachement qu'on a à l'endroit où on vit. Et en même temps, comment dirais-je, l'aspiration à retrouver les formes anciennes et pas à les détruire. Et je ne connais pas bien la solution, honnêtement. Moi, je ne la connais pas bien, mais je comprends bien son problème. Les habitants de ces houtons n'auront bien souvent pas d'autre choix que de partir s'installer en banlieue, loin de ce quartier proche de la place Tiananmen et du futur opéra. Ils ont envie de vivre là et elles ont raison, quoi. Moi, je serais à leur place, j'aurais envie. C'est une terrible chose que la transformation urbaine, quoi.
la grande avenue Chang'an, la cité interdite, avec son eau tout autour. Hein, des grands bâtiments. La porte Tiananmen. Et ici, alors la grande place Tiananmen. Ça, je trouve que ça fait problème, quoi. Et c'est ça qui fait cette ville d'ensemble de villages isolés, quoi, qui n'ont plus grand-chose à se dire l'un à l'autre. Il est possible que ça devienne une figure inévitable parce que le mode de production est celui-là, que le mode de développement est celui-là. Alors à ce moment-là, il faut trouver le moyen d'en faire un urbanisme original. Mais simplement... Paul Andreu a réalisé les plus grandes aérogares du monde, dont Roissy 2 et ses extensions. Il a également mené à bien la réalisation de l'Arche de la Défense à Paris. Pékin, capitale de la Chine, est située au nord, dans une plaine bordée d'une ceinture montagneuse. Au centre de Pékin, la place Tiananmen, symbole de la Chine socialiste nouvelle, date dans sa forme actuelle de 1959. Lieu des cérémonies officielles, c'est aussi de la révolution culturelle au printemps de Pékin de 1989, le théâtre d'événements dramatiques. Au sud de Tiananmen, le mausolée de Mao Tse-tung. Quelle que soit la qualité d'un bâtiment, que je n'ai pas envie de discuter, est-ce que c'est bien d'en faire autant du même type l'un derrière l'autre? Enfin, d'un côté, c'est vrai qu'une grande quantité du même bâtiment, c'est des fois bien, mais cette espèce de contrôle du territoire, finalement, par des opérateurs, des développeurs et leurs architectes,